Hello Natacha. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Quel honneur de t'avoir ici. Mais merci beaucoup de m'accueillir dans ce wagon-bar. Oui. Ah, ça me fait plaisir de l'entendre dans la bouche des invités, j'adore. Qui es-tu pour celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, Natacha? Alors, je suis premièrement chanteuse, professeure de yoga, comédienne et maman. Voilà. Que de facettes. Exactement. Natacha, moi je trouve ça incroyable de t'avoir ici parce que évidemment quand j'étais plus jeune, je t'ai vue à la télé, je t'ai écoutée, etc. Donc c'est drôle quand même de t'avoir en face aujourd'hui parce que t'as vécu tellement de choses, t'as eu une carrière sacrément impressionnante, t'as eu plein de rebondissements, j'imagine. Donc j'ai un petit peu envie de revenir vraiment en arrière, mais vraiment en arrière. Allez, on y va. Très en arrière, quand tu étais jeune fille. Est-ce que c'était déjà un rêve de base pour toi de devenir chanteuse? Comment tout ça a commencé pour toi? Et qui étais-tu quand tu étais une jeune fille? Alors, j'étais une petite fille très dynamique, un peu garçon manqué. Okay. Je pense hyperactive. J'adorais le sport. Je chantais beaucoup, je chantais tout le temps. Je n'avais absolument pas pour rêve de devenir chanteuse. Mon professeur de musique à l'école, quand j'avais 8 ans, qui s'appelait Monsieur Fortin, avait décidé de monter une chanson avec toute la classe. Et moi, j'avais eu comme instrument le xylophone. Et on n'a pas super envie de jouer du xylophone, même à 8 ans. C'est pas faux. Donc, je lui ai proposé de chanter plutôt que de jouer du xylophone. Il a dit OK. Et j'ai chanté, moi, pendant que les autres jouaient. Il a trouvé que je chantais bien. Et il m'a invité à chanter avec son groupe. Et j'ai chanté pour la première fois devant 800 personnes avec le groupe de Monsieur Fortin. J'avais 8 ans. Et là, il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont proposé d'animer des galas, des soirées, de chanter. Et donc, mon professeur de musique m'a fait des playbacks, en fait. Il me demandait les chansons que j'aime. Et il me faisait des enregistrements avec que la musique. Mais à l'époque, c'était pas les ordis, tout ça, c'était sur des cassettes, voire des DAT. C'est avant les cassettes. Et je me baladais avec ma petite mallette, avec mes cassettes, et j'allais faire des spectacles de 30 minutes, 1 heure, un peu partout. Mais j'avais pas l'intention de devenir chanteuse. Je voulais devenir infirmière. Ma meilleure amie était championne de judo. Elle était dans l'équipe nationale. C'est quand même marrant, on vient de recevoir aujourd'hui une ancienne infirmière et là une championne de judo. Eh ben voilà. C'est quand même très marrant. Tous ces gens font partie de ma vie. Oui. Et comme elle faisait des compétitions partout à travers le Canada, voire même à travers le monde, que moi j'aille faire des spectacles un peu partout, ça nous semblait normal. On avait 2 vies atypiques, mais comme on était ensemble, on s'en rendait pas compte. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'on m'a proposé de faire mon premier album. Attends, c'est hyper tôt. C'est hyper tôt, mais elle partait en compétition à Madagascar. Et je me suis dit, elle va à Madagascar, moi je vais enregistrer un album à Montréal. Et j'ai enregistré un album, ça a pris 2-3 mois. L'album est sorti et il a eu un beau succès. Et après, j'en ai fait un autre, j'ai continué. On m'a proposé Notre-Dame de Paris, mais au Canada. Parce que c'est à l'époque où Julie Zenati allait faire son duo avec Passy. Et elle revenait pour faire la promo de ce duo avec Passy en France. Et il fallait quelqu'un pour faire Fleur de Lys au Canada. Donc je me suis retrouvée avec tout le cast original, sauf Julie évidemment, à faire Notre-Dame de Paris là-bas. Puis ensuite, je suis partie en Angleterre le faire. Et après, je suis venue ici, on m'a proposé l'Eurovision. Et à partir de là, je pense que vous savez à peu près. Mais on veut quand même savoir. En fait, ce qui est génial dans ce genre de parcours, c'est que nous, on a notre vision en tant que spectateur, etc. Mais on ne se rend pas compte des coulisses, de tout ce que vous vivez. Des succès, mais peut-être des bas, des hauts, de la peur, de l'appréhension. Tu as dû vivre plein de choses parce que c'est quand même pas commun, tu vois. Même si toi, j'imagine que tu es entourée de personnes qui ont des parcours similaires au tien, c'est pas commun. Et nous, on ne vit pas ce genre de choses. Alors, ce qui était... Pour la petite fille, je dirais de 8 à 16 ans, c'était vraiment un jeu. Donc, c'est comme n'importe qui va aller faire de la GRS le soir après l'école. Moi, j'allais faire un cours de chant, un cours de piano. Et quand j'avais des spectacles, c'est comme quand vous allez faire des compétitions sportives. C'était exactement ça. Et mon frère, lui, faisait du hockey sur glace. Et dans la semaine, il avait des pratiques de hockey. Et le week-end, il avait des matchs. Donc moi, la semaine...
je faisais des cours et le week-end, j'avais des spectacles. Donc, mes parents rendaient tout ça très normal. M'ont jamais obligée à le faire. Quand j'avais envie d'arrêter, ma mère me disait bon bah écoute, ok, là tu as 3 engagements, tu fais tes engagements parce que tu t'es engagé, puis après on arrêtera. Et finalement je changeais toujours d'idée, je voulais continuer parce que c'est malgré tout un jeu sympa. Et comme j'avais pas envie d'en faire une carrière, je voulais vraiment faire des études d'infirmière. Je n'ai jamais vécu la pression que certaines jeunes filles qui rêvent de devenir chanteuses peuvent vivre. Pour moi, le jour où ça s'arrêtait, c'est même pas que ça allait s'arrêter, c'est que c'est moi qui allais arriver à l'âge de partir à l'université et donc du coup, j'allais passer à autre chose. J'allais laisser mon activité comme on peut à un moment donné, quand on part aux études, arrêter son cours de danse ou je sais pas. Et du coup, c'est très étrange parce que je n'ai jamais vécu ça comme une chanteuse en fait. J'ai vécu ça comme une jeune fille qui avait une activité parascolaire. Et c'est devenu sérieux pour moi très tardivement parce que je me suis rendue jusqu'au single de Mourir demain. Donc j'ai fait Je n'ai que mon âme qui a été un succès. J'ai fait l'album Tu trouveras qui a eu plein de singles qui ont cartonné. Une énorme tournée qui a cartonné. Et j'ai fait Mourir demain. Puis après Mourir demain, j'ai dit ok, j'ai 25 ans. Il faut que j'arrête de jouer. Il faut que je retourne aux études là maintenant, ça suffit. Donc je suis allée voir la patronne. Ouais, je suis allée voir la patronne de ma maison de disques pour lui dire bon j'arrête. Ça y est, c'est bon, j'ai fini. Ouais. Et elle m'a dit tu veux pas, tu prends 1 an pour y réfléchir vraiment. Mais elle m'a laissé partir. Elle a compris que ça servait à rien d'essayer de me convaincre de rester, que j'étais ailleurs dans ma tête. Donc elle m'a laissé partir. J'ai arrêté de chanter pendant 1 an. Puis après, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis aperçue que je voulais devenir infirmière un peu égoïstement. Parce que quand on est infirmière, on soigne les gens et on les voit commencer à aller mieux. On change le pansement, on essuie la plaie, on caresse le front quand le médecin fait les soins. Et du coup, on a vraiment le retour de ce qu'on donne. Et quand on est chanteuse, on offre quelque chose aux gens qui est impalpable, qui est du domaine de l'émotionnel. On les aide à ce niveau-là, on s'occupe de cette partie-là de leur vie, mais on ne le voit pas vraiment. Souvent, quand on voit des gens, c'est des gens un peu hystériques, qui veulent des photos, des dédicaces, qui crient. Donc, on n'est pas dans quelque chose de concret, de logique, de réfléchi. Et je me suis dit, en fait, ce que je fais, j'apporte de l'amour aux gens, en gros. Ça sert à quelque chose. J'ai pas la récompense que je veux derrière, mais ça, c'est égoïste. C'est moi qui ai besoin de voir quand je fais du bien aux gens. Donc, redeviens chanteuse, continue d'être chanteuse, arrête d'être égoïste. Et je suis allée voir la patronne de ma maison de disques qui n'avait pas changé, qui est aujourd'hui ma manageuse, et je lui ai dit, je veux bien revenir, mais je veux pas faire de la musique avec toute la pression marketing qu'il y a dans ce monde. Je veux avoir la liberté de faire de la musique pour me faire plaisir et faire plaisir aux gens. Et si c'est un succès commercial après, j'aurai tout gagné. Mais si c'est pas un succès commercial, je me serais quand même fait plaisir et j'aurais quand même fait plaisir à des gens. C'est clair. Et elle m'a dit oui. C'est un bel état d'esprit. Voilà. Et c'est comme ça que je suis revenue. C'est marrant. Et c'est fou de me dire que tu avais 25 ans. Moi, je te voyais déjà si adulte. Mais j'ai commencé tellement jeune. Mon amoureux me disait la même chose hier. On regardait l'hommage à Thierry Ardisson et on a vu entre autres des images de moi chez Thierry Ardisson. Et il me dit, mais tu vois ça, moi je l'écoutais, j'étais adolescent chez moi et dans ma tête, t'avais 25 ans. Et en fait, non. J'avais 19 ans. Ah ouais. Ouais, tout était décalé. Oui, moi, dans ma tête, t'étais une adulte, une femme déjà super mature. Mais comme on est maquillée, on est coiffée, on a des stylistes qui nous habillent, il y a l'éclairage, on est mis dans un cadre où, en général, on est des adultes et on ne me présentait jamais comme la jeune chanteuse Natacha Saint-Pierre. On me présentait comme la chanteuse canadienne Natacha Saint-Pierre. Donc, du coup, personne ne se disait, comme on a pu se dire avec Laurie ou avec Alizée ou encore d'autres, c'est une adolescente. C'est fou. Mais c'était quand même une adolescente. Ah ouais, c'est dingue. Et donc, toi, ce qui est fou, c'est que tu as vraiment tout... Bon, c'est quand même souvent le cas, mais tu as évolué que dans ce milieu-là, en fait. Enfin, très jeune, tu vois, tu as évolué dans le monde des célébrités, des chanteuses, peut-être aussi des actrices, etc. Donc, aujourd'hui, ton entourage, est-ce que tu es vraiment ancré dans ce milieu-là ou tu as carrément un entourage qui est tout autre et qui n'est pas du tout dans cet environnement ? J'ai un
entourage qui est tout autre. Ah oui. Je suis restée toujours très proche de ma famille, qui ne sont pas dans ce milieu-là. Mon papa est dans le domaine de la justice, ma maman dans la santé. Moi, j'ai fait des études de nutrition en cours de route à un moment donné, via le CNED, parce que j'avais envie. Je trouvais que le métier d'artiste est un métier qui nous donne une grande liberté, ça c'est l'avantage, mais qui aussi est d'une grande insécurité, ça c'est l'inconvénient. C'est vrai. Et je voulais avoir un plan B. Donc j'ai fait des études de nutritionniste, c'était mon plan B. Et j'ai plein d'amis dans plein de domaines. Il y en a dans le monde de la musique, de la télévision, de la comédie, mais j'ai des amis d'un petit peu tous les domaines. J'ai des amis policiers, militaires, j'ai une amie chanteuse, j'ai une amie infirmière, j'ai de tout. C'est marrant. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une période où tu as un petit peu soit décollé, enfin pas décollé en termes de succès, mais dans ta tête, où tu t'es carrément allé... tu sais, des fois quand tu rencontres un certain succès, forcément tu décolles et tes pieds ils décollent aussi de temps en temps. Est-ce que tu as eu peur de te perdre là-dedans en mode oulala, quelles sont les choses simples? Est-ce que je suis en train de ne plus avoir le bon référentiel? Est-ce que tu as eu peur de te perdre un petit peu, tu vois? J'étais trop jeune et j'avais trop de boulot. En fait, comme j'avais des producteurs qui voulaient gagner énormément d'argent, ils me faisaient travailler énormément. Et moi, je ne voyais pas l'accomplissement, je voyais ce qu'il y avait à faire. Et j'en ai même un certain regret parce que j'ai gagné des victoires de la musique. J'ai fait... il y a une époque où j'ai fait 7 soirs de suite à l'Olympia. Et j'ai jamais profité de tout ça. Je ne l'ai jamais apprécié. Parce que pendant que je suis en train de recevoir un victoire de la musique, moi, je suis déjà en train de devoir préparer l'autre album. Donc, j'en profite pas. Quand je suis à l'Olympia, j'en profite pas parce qu'il faut monter une autre tournée, il faut aller en studio pour l'autre album. Et j'ai toujours un pied en France, un pied au Canada, donc je suis toujours dans les avions, toujours en décalage horaire. Et mes parents continuent de travailler, d'avoir une vie normale, et je suis très proche de ma famille, de mon frère qui est aux études. Et du coup, je suis entourée de gens normaux, qui ont des vies en tout cas plus traditionnelles. Et moi, j'ai du taf et je ne vois que le boulot. Et si j'avais à revivre une partie de ma carrière, ce que j'aimerais changer, c'est justement ça, c'est être capable d'être dans le moment présent, d'en profiter, d'en faire peut-être un peu moins et de pouvoir apprécier tout ce que j'ai eu la chance de vivre. Parce que la vie m'a donné de très, très, très belles choses et j'ai pas su les apprécier. Mais c'est marrant, ce sujet, c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment, tu vois. Donc tes phrases tombent à pic. Mais c'est tellement important, t'as raison de prendre le temps de se dire super, ce que je suis en train de vivre, c'est génial, cette étape-là est formidable. De regarder en arrière tout le chemin parcouru, c'est dingue. En fait, on voit souvent la vie comme un escalier. Oui. Et on dit, quelle est la prochaine marche, quelle est la prochaine étape? Moi, j'ai envie maintenant, peut-être que c'est l'âge aussi, parce que là, maintenant, j'ai 44 ans, j'ai envie de voir ça plutôt comme une pente douce dans laquelle je fais une balade et je vois pas d'autres étapes. Juste, j'avance et je profite de chaque moment. Et j'arrête de voir les escaliers et de voir des marches. Mais ça fait quand même quelques années que je suis comme ça. Mais c'est important. Je pense que c'est même très, très important et peu importe ce que tu fais dans la vie, le type de carrière, ce que tu vas vivre, tes projets, etc., c'est tellement important parce que souvent on se retrouve à se dire putain, j'ai profité de rien, tout est passé si vite et la vie passe tellement vite. On conditionne beaucoup notre bonheur. Il y a beaucoup de gens qui, je serai heureux quand j'aurai trouvé le bon appart. Bien sûr. Après, je serai heureux quand j'aurai un mec. Je serai heureuse quand on sera marié. Je serai heureuse quand on aura un enfant. Je serai heureuse quand il fera ses nuits. Je serai heureuse quand j'aurai un nouveau boulot. En fait, du coup, on passe notre vie à courir après un idéal de bonheur et on oublie le bonheur dans lequel on est déjà. Et c'est hyper important de ne pas entrer dans ce cercle-là de la compétition, de la productivité, de tout ce que la société, en fait, nous impose. Il faut être parfait partout, performer, progresser, avancer, se sentir bien, manger sainement. En fait, c'est trop, tout ça. Trop d'exigences. Il faut apprendre à lâcher prise. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que tu es plus heureuse aujourd'hui que lorsque tu étais au cœur de tout ça? Oui.
Ah ouais? Définitivement. Wow. J'ai vécu des moments où je faisais des tournées énormes avec des zéniths et tout, mais j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse, je cherchais quelque chose qui allait me rendre heureuse, mais ce qui rend heureuse, c'est la vraie vie. Oui. Les petites choses simples de la vie. Notre boulot, c'est une partie de notre vie, mais c'est pas notre vie au complet. Donc, on peut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là. Il faut réussir à voir la globalité. J'ai un enfant avec qui je m'entends bien, qui est en santé, qui va bien à l'école. J'ai un amoureux avec qui j'arrive à travailler, puisqu'il est pianiste, on travaille ensemble, avec qui on s'entend bien, avec qui on s'amuse, on rigole. J'ai une maison qui est en travaux, elle n'est pas finie, mais en même temps, j'ai un monde de possibilités dans cette maison, c'est génial. J'essaie de voir les belles choses dans le moment présent. Il y a des moments, j'avoue, dans lesquels c'est hyper difficile de voir ce qu'il y a de beau dans ce moment-là. Si on est dehors sous la pluie et que notre voiture est en train de se faire remorquer, oui, ok, là c'est plus compliqué. Mais globalement, la vie n'est pas entièrement ça. Mais bien sûr. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que quand tu es infirmière, tu as donc le résultat qui est immédiat, qui est ressenti, etc., qui se vit sur l'instant. Et là, tu disais, moi, c'était plus des fans, etc. Donc un petit peu dur de percevoir finalement ce résultat comme quand tu es infirmière. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, positives ou pas? Ouais, j'en ai plein. De ça, de fans ou des gens, est-ce que tu as des gens qui t'ont suivi chez toi, à ton domicile, j'en sais rien, des trucs un peu comme ça? Au début, on attend le moment où les gens vont nous reconnaître dans la rue, où quelqu'un va faire « Ah, je vous connais, vous êtes Natacha Saint-Pierre ». T'appréhendais ça tout le temps? Le producteur, la maison de disques, tout le monde attendait ça parce que quand on a ça, ça y est, c'est qu'on a une certaine étape. Et quand ça arrive, il n'y a pas de retour derrière possible. Et moi, un jour, j'étais à Lyon et je suis allée au centre commercial, mais genre comme Natacha d'habitude, quoi. Sauf que dans le centre commercial, j'étais Natacha Saint-Pierre. Et je me suis retrouvée chez H&M, entourée de gens, mais non, des dames qui voulaient des photos, qui appelaient leur fille et qui disaient « Regarde, c'est elle, c'est elle !» Mon Dieu. Et j'étais toute seule. et là, j'ai compris que en fait, ça y est, j'avais passé une étape. Je pouvais plus être que Natacha. Et là, j'ai eu un peu peur. Et finalement, c'est à force de continuer à vivre normalement que les gens s'habituent à nous voir. Peut-être pas partout. Des fois, quand je suis dans certains endroits où j'ai pas l'habitude d'être, ça surprend les gens. Mais dans mon quartier, y a plus personne qui se retourne. Ils savent que j'habite là, ils savent que je vais à cette pharmacie-là, que je vais faire mes courses là-bas. Ah, une petite fille un jour qui m'avait croisée dans un supermarché et m'avait dit « T'es Natacha Saint-Pierre ?» Et j'avais dit « Oui. » « Tu fais tes courses ?» J'avais dit « Vous vivez normalement? Oui, je mange aussi. » Et pour elle, c'était improbable qu'une chanteuse fasse ses courses. Ouais, ça c'est fou. Mais en même temps, on mange aussi. Et moi, j'aime bien ce niveau où j'ai assez de popularité pour vivre de mon métier et aussi la possibilité d'avoir une vie ordinaire. J'ai pas envie d'être enfermée dans un grand manoir avec une grosse clôture autour de ma maison et de pas pouvoir sortir. Ouais, Atteindre ce niveau-là de popularité, pour certains, c'est un rêve, et je l'entends, mais pas pour moi. Ah ouais. C'est autre chose quand même. Quand j'ai commencé en interview, on me demandait tu veux être comment? Je disais j'aimerais bien être comme Céline Dion. Puis maintenant, avec le recul, je me dis en fait, Céline Dion, il n'y a aucun pays où elle peut aller en vacances tranquille, quoi. Oh, mais c'est sûr. Alors que moi, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon niveau de célébrité, ça te permet d'avoir un certain compromis. Et je suis d'accord, ça doit être l'enfer de ne pas pouvoir vivre une vie ordinaire. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Ouais. Mais j'ai compris que si tu mets des lunettes de soleil dans un aéroport, les gens regardent. Alors que si tu n'en mets pas, ça va. Voilà, il faut aussi. Oui, il y en a qui jouent peut-être un peu de ça, tu sais. Il y a des gens qui font un peu genre, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Oui. Mais en même temps, ils ont très envie. Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Et du coup, tu as rencontré pas mal de personnalités. Tu as dû te marrer dans le sens où tu as vu plein de personnalités. Tu les as vues de près, tu as discuté avec eux, tu as pu voir un petit peu les vrais visages ou d'autres choses que nous, on n'a jamais perçues. Est-ce que tu as vu des trucs, je sais pas, lunaires ou je sais pas, où tu t'es dit oula, c'est pas du tout le genre de personnalité que j'ai envie de fréquenter ou...
Ou est-ce que finalement J'ai vu des simple personnalités colériques, mais avec le temps, j'ai compris que c'est souvent les personnes insécures et qui ont des grands stress. Par exemple, avant de chanter, on fait des répétitions, ils sont hyper nerveux parce qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ils sont insécures. Et ces gens-là peuvent être un peu plus durs, un peu plus colériques. Mais globalement, on a des métiers extraordinaires, mais des vies ordinaires. Mais tu sais, c'est marrant parce que ça, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. Mais avant, les célébrités, on ne les voyait qu'à la télé ou dans des magazines papier. Donc, on voyait qu'une surface, tu vois. Donc, pour nous, c'était, on avait l'impression que c'était des vies complètement extraordinaires qui n'avaient pas de vie ordinaire. Tu vois au début, avant les réseaux sociaux, je me souviens, je chantais à cette époque-là, il y a des gens qui s'imaginaient que je me déplaçais qu'en hélicoptère. J'adore. Mais non. Et ça m'est déjà arrivé dans le métro qu'il y a quelqu'un qui fasse « On dirait Natacha Saint-Pierre ». Bah oui, mais Natacha Saint-Pierre, elle prend pas le métro. C'est pas vrai. Mais oui. Tellement marrant. Sauf que Paris ne circule pas, même pour les artistes. Donc si on est à la bourre, la meilleure solution, ça reste quand même le métro. Oui. Donc moi, j'essaie en tout cas de garder une vie normale. Et il y a des moments, peut-être, quand tu es trop exposé, où là, ça devient compliqué. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que tu ralentis un peu le rythme. Puis après, tu recommences un peu. Une carrière, c'est comme une vague. Il faut surfer avec. Il faut, parce que si on est toujours au top et toujours trop présent, les gens se lassent. Si on n'est jamais un peu absent. Si on est trop absent, les gens oublient complètement. Et donc, il faut faire un peu comme ça tout le temps, en termes de présence. Et tu as fait, Danse avec les stars il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'était une expérience incroyable. Enfin, j'imagine que ça doit être... J'ai adoré ça. Ah ouais, ça m'étonne pas. J'ai adoré ça. La danse me manque même depuis, alors que je ne dansais pas avant. La danse me manque. L'expression artistique via le corps, je n'avais jamais expérimenté ça. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que le corps sait dire des choses que les mots ne diront jamais, avec une pudeur différente et peut-être même parfois avec plus d'intensité que les mots. C'est incroyable, ça doit être fou en termes d'intensité sportive, d'entraînement. Moi, ça m'intrigue. Je me dis, mais comment je ne sais même pas si j'aurais les capacités sportives et physiques de le faire. Là, on est vraiment quand on veut, on peut. Le corps, il est régi énormément par le mental. Si tu as très envie de te pousser, tu peux le faire avec, après, peut-être des séquelles. Moi, j'en ai gardé des séquelles à un genou parce que j'ai choisi de me pousser. Ah oui. Mais c'est mon choix. Et je ne regrette pas. Bah non, j'imagine. Parce que j'ai aimé ça, parce que j'ai énormément grandi dans cette émission. Je trouve que sortir de sa zone de confort, c'est peut-être un peu cliché aujourd'hui de dire faut sortir de sa zone de confort. C'est une phrase toute faite, mais vraiment plonger dans l'inconnu, prendre un risque, ça fait grandir et ça fait du bien. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, c'est un bonheur de sortir de sa zone de confort. Même des petites sorties de ça zone fait de peur, confort, tu vois. C'est normal. Ça fait peur. Mais quand on y est, quand on a fait ce pas-là, c'est tellement du plaisir, c'est tellement du kiff. On se sent vivant, en fait. Puis après, on se dit, si j'ai été capable de faire ça, peut-être que ça, je suis capable de le faire aussi. Donc, ça crée aussi une espèce de confiance en soi qui grandit. T'es une bosseuse, toi, non? Enfin, t'as toujours été une bosseuse de l'extrême. J'adore travailler. Ouais, ça se voit. J'adore travailler, j'adore étudier, lire. Je fais toujours un cours de quelque chose. Parce que, à distance, mais parce que j'adore apprendre. Ouais, j'aime pas. J'ai besoin de journées où je vais rester dans mon canapé à regarder des téléfilms de l'après-midi à la télé en ne faisant rien du tout. Et parce que c'est un besoin aussi, des fois, de s'arrêter. Mais globalement, j'aime bien faire des choses. T'es de quel signe? Je suis Verseau. Comme si je connaissais quelque chose. Je comprends, pas du tout. Mais j'aime bien demander parfois le signe à mes invités. Ouais, je suis Verseau. Et tu t'y connais un peu en astro? Apparemment, les Verseaux sont des gens qui aiment être dans les foules, qui aiment rassembler des gens de tout horizon, différents et tout. Et c'est vrai que j'ai des amis assez éclectiques, que je suis assez sociale. Je suis une grande émotive aussi.
Et voilà, je sais pas trop quoi te dire sinon pour me définir. Bah oui, mais j'aime bien, j'aime beaucoup ce rapport à l'astrologie ou à la spiritualité. C'est des choses que, je sais pas, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, dans l'approche de la connaissance de soi, du développement personnel. Je trouve que c'est des bons outils. Mais j'y connais pas grand-chose, mais ça me fait toujours marrer de demander les signes. Et tout à l'heure, on en parlait avec l'invitée précédente. Bref, et on a eu un petit moment marrant sur ce sujet-là. Mais bref, passons. Et qu'est-ce que tu as vécu alors comme chose extraordinaire? Parce que forcément, même si tu as conservé cette vie ordinaire, tu as quand même vécu, j'imagine, des choses extraordinaires, même si tu t'en rendais pas compte sur le moment. Quels ont été les moments les plus spectaculaires ou extraordinaires de ta vie? L'Eurovision, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Parce que c'est des mois de préparation en amont et c'est une semaine incroyable sur place. Ça, j'aurais voulu avoir la maturité de le vivre autrement. J'avais 19 ans. Ah ouais. Je l'ai pas vu en fait. J'étais très premier degré, il faut bosser, il faut avancer. Voilà. Danse avec les stars, c'est une expérience extraordinaire que je souhaite à plein d'artistes. Si un jour on vous appelle pour ça, je le dis, osez. Faites-le. Des spectacles dans des lieux improbables, magnifiques, j'en ai vécu plein. Aller chanter en Europe de l'Est et se rendre compte que les gens nous connaissent nos chansons, c'est assez extraordinaire. Moi, je pensais que pour avoir une carrière internationale, il fallait chanter en anglais. Mais en fait, on peut chanter en français et toucher plein de pays. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu la chance d'avoir une émission pendant 2 ans sur France 3 dans laquelle j'ai interviewé plein d'artistes. Et j'ai adoré ça parce que quand on est chanteuse solo, on a une vision des choses, la nôtre. Et de pouvoir parler avec d'autres artistes qui ont des visions différentes de la mienne, c'était très enrichissant. Et je pense qu'un de mes artistes préférés, c'est Serge Lama. Qui m'avait énormément touchée en interview. De sagesse, d'intelligence et... Enrico Macias aussi, quelqu'un de génial. J'ai sûrement dû en vivre des trucs extraordinaires, mais j'ai chanté pour le bal de la Rose dans la principauté de Monaco. C'est assez rare de faire des choses comme ça. J'ai chanté pour le pape en Italie. C'est fou ça. J'ai fait plein de trucs assez extraordinaires. Et t'as beaucoup voyagé pendant ces années-là? C'était beaucoup est-ce qu'il y avait beaucoup de, je sais pas, de choses imprévues, un quotidien où il fallait être très flexible? Oui. Quel était le rythme en fait? Je faisais 2 semaines en France, 2 semaines au Canada. Et dans les 2 semaines où j'étais en France, on pouvait couvrir toute l'Europe et l'Europe de l'Est. Donc il y avait l'Italie, il y avait l'Espagne, il y avait la Pologne, il y avait la Russie, il y avait l'Ukraine et le Liban. La Tunisie, on voyageait énormément pour aller faire des promos, pour aller faire des spectacles, pour plein de choses. Et la Suisse, la Belgique, évidemment, je vous ai oublié, pardon. On pense à vous. Est-ce qu'on se sent seul quand on est un artiste, du coup, qu'on a cette vie-là? Est-ce que tu t'es sentie seule? Il y a des moments où je me suis sentie seule parce que après le spectacle, j'étais dans ma chambre d'hôtel toute seule. Après, j'étais quand même très jeune, j'avais la jeune vingtaine. Mes musiciens étaient un peu plus vieux que moi, mais malgré tout jeunes. Et donc, après les spectacles, on buvait des verres ensemble à l'hôtel et j'allais me coucher. Bon, j'étais seule dans mon lit, j'étais seule le matin, mais j'étais entourée de ces gens-là pendant l'après-midi et la soirée, ça va. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que je travaille avec mon conjoint énormément. Il est mon directeur musical, directeur artistique. C'est génial. C'est le pianiste qui m'accompagne sur scène. Donc, je suis plus seule dans ma chambre d'hôtel le soir puisqu'on est tous les deux ensemble. C'est trop bien. Quand on est en tournée, je suis maman. Donc, parfois, il y a mon fils avec moi qui m'accompagne puisqu'il adore voyager. J'ai fait un troubadour avec lui un peu. Et il chante? Il a envie de chanter? Il adore la musique, mais il n'a pas du tout envie d'en faire son métier. Mais il écoute énormément de musique. Il adore la culture, mais c'est pas son délire. Comme métier, en tout cas. Donc, je n'ai plus du tout ce sentiment de solitude que j'ai pu avoir avant. Et tu as eu des rôles d'actrice aussi? Ouais. Alors? J'adore jouer la comédie, que ce soit en comédie musicale ou juste comme comédienne. J'ai fait beaucoup d'impro dans ma jeunesse. L'impro, c'est comme du théâtre, mais sans texte. Donc, c'est génial. Voilà, ouais. Donc c'est génial. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris ce métier-là, en faisant ces cours-là, ces stages-là. Et
en comédie musicale, j'adore parce que on est un personnage, on a un costume. Ce n'est plus moi sur scène. Et donc, je suis libérée de toute ma conscience personnelle, en fait. Parce que ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est le personnage. J'ai adoré être la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz, par exemple. J'ai adoré, j'ai travaillé... Ah ben oui, ça, c'est une chose extraordinaire. J'ai travaillé avec la metteur en scène qui a monté la toute première comédie musicale que j'ai vue à Londres, qui s'appelle Annie. J'avais adoré cette comédie musicale. Je voulais avoir les cheveux comme cette petite fille, me teindre en roux, me friser. Ça fait très longtemps le roux. Hein. C'est un truc qui me suit depuis mon plus jeune âge. Et j'ai travaillé avec toute cette équipe de Broadway et du West End. C'est génial de travailler avec les gens qu'on a admirés petits. Et la comédie à la télé, parce que je ne l'ai pas fait au théâtre, je l'ai fait en télé, je trouve ça très agréable aussi parce que c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Donc, tu as le droit d'inventer ton personnage comme tu le sens. Si tu as envie qu'elle soit un petit peu lente, tu ralentis ton débit. Tu la fais comme tu veux. Est-ce qu'elle est speed? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est un peu chiante? Est-ce qu'elle est trop sérieuse? En fait, tu deviens, le temps d'un personnage, quelqu'un d'autre. Et c'est sympa. C'est génial. Ouais. Et ça doit être dur quand même de switcher totalement, tu vois, et de se mettre réellement dans sa bulle et dans son personnage. Je me suis toujours dit, moi, si je devais jouer un rôle d'actrice, j'arriverais à faire plein de scènes, mais de pleurer, j'y arriverais pas. Quand on est dedans, on y arrive. Ah ouais, ça me semble tellement compliqué. Quand on est dedans, on y arrive. On se laisse prendre par l'émotion de la scène. Et moi, en fait, une fois que je suis dans le costume, une fois que ça tourne, il n'y a plus de Natacha. C'est le personnage qui est là. Et c'est ces émotions que je ressens. Et j'essaie vraiment. Et je pense que la nature humaine est très bien faite. Quand on est empathique, on arrive à sentir les émotions des autres. Pour être comédien, je pense qu'il faut être très, très empathique. Oui, alors c'est sûr qu'il faut avoir aussi un gros... comment dire? Moi, je sais que je bloque beaucoup mes émotions, tu vois. Je suis fan des gens qui vont pleurer de manière spontanée. Mais moi, dans la vie, je suis pas très émotive. Hein. Même quand j'étais petite, ma mère disait de moi, Natacha, on lui donne un cadeau à Noël et elle est contente à Pâques. Parce que j'exprimais jamais rien. Mais justement, la comédie me permet de faire tout ça. Je ne suis plus moi, donc j'ai plus mon orgueil, j'ai plus mon ego, j'ai plus mes peurs. Je suis un personnage et tout est possible. Intéressant. C'est aussi par pudeur. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, au cinéma, quand on est allé au cinéma avec toute la famille, moi, je suis celle qui mord sa langue pour pas pleurer, alors que tout le monde pleure, tu vois. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et je pense que c'est de la pudeur. Oui. Tu vois, genre, je me sens pas de pleurer devant des gens, je sais pas. Montrer ses failles, c'est jamais facile. Montrer ses faiblesses. Et souvent, on voit l'émotivité comme une faiblesse. Et on a l'impression, en tout cas les gens ont l'impression que si ils montrent leur émotivité, ils montrent une faille à quelqu'un et ils deviennent attaquables, entre guillemets. Mais je pense que non. Ah, mais c'est certain. Avec le recul, je pense que et je l'ai vécu dans Danse avec les stars, quand on accepte de montrer qui on est vraiment, avec son émotivité, avec ses peurs, ses craintes, ses failles, ses doutes, les gens, soudainement, arrivent à s'identifier à nous. Parce que eux aussi, ils sont comme ça. On n'est pas tout seul comme ça. Mais bien sûr. Eux aussi, ils sont comme ça. Et de voir une personnalité publique comme nous, ça fait du bien. Bien sûr. Ça fait du bien de se dire, ah ouais, en fait, je suis pas toute seule comme ça. Mais même, moi, je trouve que les gens qui ont la capacité de libérer leurs émotions en public, etc., moi, je trouve que ça veut dire que la personne est dotée quand même d'une grande confiance, tu vois. Elle est... Tout à fait. Moi, ça m'impressionne, en fait. Ouais. Ça fait plus cet effet-là. C'est des gens très solides. Ah ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire que tu n'as jamais faites? Bien sûr. Tourner un film pour le cinéma, j'ai jamais fait. Il y a plein de comédies musicales que j'ai envie de chanter, que je n'ai pas encore chanté. Mais pour ça, j'attends que mon fils soit plus grand. Quel âge a ton fils? Il a 9 ans. Et aujourd'hui, partir et être sur la route tous les week-ends et tout ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas ce que j'ai envie, en tout cas, pour ma vie de famille. Il y a des chanteuses avec qui j'ai envie de chanter, que j'ai chanté par exemple avec Tina Arena dans des émissions de télé et tout ça, mais on n'a jamais rien enregistré ensemble. Et c'est pour moi une des plus grandes voix aujourd'hui, et je rêverais d'enregistrer une chanson avec elle. J'adorerais faire un album
de duo avec que des femmes que j'admire. Trop bien. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et tu aurais fait quoi, à part, j'imagine que tu me répondrais, tu te serais lancée en tant qu'infirmière, etc. Mais est-ce que, là, avec du recul, maintenant que tu as 44 ans, etc., est-ce qu'il y a peut-être une autre voie que tu aurais empruntée, si ce n'avait pas été le chant ou bien ou la direction de l'hôpital en tant qu'infirmière? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé faire ou un projet que tu aurais aimé lancer? Peut-être le droit. Ah ouais? Ouais. Je reste dans ce truc de soigner ou défendre les gens. Peut-être le droit, ça m'aurait plu, parce que c'est un peu du théâtre aussi, les plaidoyers. Donc, j'aurais eu cette partie de spectacle-là, plus la partie très studieuse que j'aime bien derrière, qui est tout le code. Bah, peut-être ça m'aurait plu. Et tu as des entreprises, tu as créé d'autres projets, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres business que tu as lancés qui gravitent autour de toi? Non, j'ai pas lancé d'autres projets. J'ai fait des livres, dont un qui va sortir en septembre. J'écris, mais je ne produis pas de bouffe ou de fringues ou de rien d'autre. Ok. Et de quoi tu vas parler dans ce livre? Ou de quoi tu as parlé? Je parle dans ce livre de 10 femmes inspirantes. J'aurais pu choisir 10 scientifiques, 10 chanteuses, 10 femmes d'aujourd'hui. J'ai choisi 10 saintes. Et je suis allée chercher des femmes très, 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 très loin qui étaient des féministes avant l'heure. Le mot féministe n'existait pas, mais ces femmes, j'ai une réelle admiration parce que dans un monde et dans un carcan très rigide, ont réussi, toutes les femmes que j'ai choisies, à dire « je n'accepte pas ce moule, je fais autre chose ». Jeanne d'Arc, elle a dit « non, je ne suis pas bergère, je suis guerrière ». Et au début, on l'a traitée de folle, d'hystérique, de tout ce qu'une femme qui ne veut pas être une femme à la maison pouvait être. Et elle a malgré tout réussi son truc. Et elle est devenue ce qu'elle avait envie de devenir. Et elle a fait des grandes choses. Il y a Hildegard de Bingen dont je parle, qui, elle, est un peu la mère de la médecine naturelle. Qui a cherché, qui a trouvé, qui a inventé et qui a dit non, il y a d'autres solutions. Il y a Catherine de Sienne, qui elle a joué aussi de politique et qui faisait partie de ces femmes qui géraient le monde par derrière et qui a fait de grandes choses. Et je trouve que toutes ces femmes-là ont une qualité particulière. Certaines, c'est la persévérance, d'autres, c'est l'abnégation, d'autres, ça, peu importe. Mais des qualités qu'on peut appliquer dans nos vies d'aujourd'hui. Et de voir que des femmes, dans des années qui étaient beaucoup plus difficiles que les nôtres, ont réussi à être plus que ce que la société leur permettait d'être. Je trouve ça beau. J'adore. Quand est-ce qu'il sort, ce livre? Il sort le 17 septembre. Ça me donne trop envie de le lire. Et je pense que ça va donner envie à beaucoup d'auditrices de le lire. Tu sais, nous, on interviewe que des femmes. On porte une mission pour aider les femmes à trouver leur voie, se diriger vers l'entrepreneuriat, créer leur autonomie, leur indépendance, leur liberté financière, etc. Donc, c'est des sujets qui nous passionnent, en fait, tout simplement. Ben voilà, ce sont 10 femmes inspirée, inspirante, et qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, on peut totalement lire ce livre parce que sur chacune d'entre elles, les 10, il y a une partie historique qui raconte leur vie, et après il y a mon ressenti à moi. Pourquoi cette histoire-là m'a touchée, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que j'aimerais trouver comme inspiration en cette personne-là. Tu as manqué de modèles inspirants dans ta carrière ou au contraire Alors dans la musique, pour les petites filles, à part chanteuse, il y a très peu de modèles inspirants. On ne voit pas beaucoup de guitaristes femmes, de bassistes femmes, de pianistes femmes. Il y a de batteurs femmes. D'ailleurs, on dit batteur ou batteuse. Et aujourd'hui, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a aucune petite fille qui, devant sa télé, peut rêver de devenir une guitariste parce qu'elle n'en voit pas. Et je trouve qu'on a une mission aussi de mettre en avant des femmes, et on a une mission en tant que femme qui est d'accomplir des choses, d'oser faire des choses pour inspirer les petites filles qui nous suivent. Mais complètement d'accord. Il y a beaucoup de métiers qui sont, pas que là tu cites des métiers dans la musique, mais tu vois, des métiers, pas
les ingénieurs, les métiers techniques. Enfin, il y a plein de métiers qui sont un petit peu dédiés aux hommes et où on a un manque d'ouverture d'esprit, tu vois. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui recherchent plus de modèles femmes, qui recherchent à recruter plus de femmes, etc. Sauf que quand tu as le choix, quand tu es jeune, tu vas te diriger plus vers une entreprise de cosmétiques que une entreprise d'aviation ou je ne sais quoi, tu vois. Enfin, et c'est vrai qu'on manque de modèles et d'ouverture d'esprit pour ouvrir un petit peu le champ des possibles aux jeunes filles. Exactement. Et je pense qu'il y a encore de belles choses, de grandes choses à faire. Et moi, je suis pas pour que les femmes deviennent des hommes. J'aime vraiment les qualités qui sont intrinsèquement féminines, que certains hommes possèdent. Hein. Mais comme dans le yoga, on parle beaucoup du yin et du yang, je trouve que dans la vie, dans tous les domaines, il faut aussi ce yin et ce yang. Il faut cette énergie masculine et cette énergie féminine qui se complètent et qui vont permettre d'accomplir des grandes choses. Voilà. Je suis très alignée avec ce que tu dis. 100% alignée. On adore ce genre de discours. Devant toi, ma chère Natacha, tu as un petit mot. D'accord. Qui a été écrit avec amour par notre invitée précédente. Je t'invite à le lire. Oui. Chaque invité écrit un petit mot pour la suivante, en fait. Quelle est ta destination préférée en pays ? Marrant. Enfin, une question qu'on n'a jamais eue, parce que souvent, on a eu une question. Cet invité a une très jolie écriture, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je l'aime bien. Je trouve ça très, très artistique. Ma destination préférée, il y en a plein que j'aime. Alors, en destination, entre guillemets, facile, il y a le Canada. Parce que je me retrouve dans ma famille et je me retrouve dans toutes mes Madeleines de Proust. En destination pas loin, quand je suis en France, il y a le Portugal, le sud du Portugal. J'adore les gens, j'adore l'esprit, l'énergie, le pays en tant que tel. Et en destination très très loin et très sympa, il y a les Bahamas. Parce que j'ai fabriqué mon fils aux Bahamas, en voyage là-bas. Et je suis une passionnée de plongée sous-marine. Et là-bas, c'est un très bel endroit pour plonger. Donc voilà, j'ai répondu 3 fois. Ouais, on adore. Et est-ce qu'il y a un autre... T'as pas fait un peu l'Asie ? Je rêve d'aller découvrir le Japon. Parce que j'adore ces peuples qui arrivent à avoir toute la modernité, mais garder des traditions, garder des valeurs. Et je trouve que les Japonais arrivent très bien à faire le pont entre la tradition et la modernité. Ouais, et j'adorerais aller au Japon aussi. Je suis allée à Taïwan et à Hong Kong. Il y a un peu ce truc-là, tu vois. Mais bon, il y a trop de tours. C'est vrai. Mais oui, j'aimerais beaucoup aller au Japon aussi. C'est un pays qui m'intrigue. Qu'est-ce que tu dirais, Natacha, aujourd'hui tu vois, nous, on a une audience, comme je te disais, très féminine, hein, 95% de femmes. Une audience de femmes qui, pour beaucoup, pas toutes, hein, mais se cherchent ou ne se sentent plus à leur place dans leur job, ont potentiellement envie de sortir du salariat, de sortir du cadre, d'arrêter de cocher des cases pour cocher des cases sans trop savoir pourquoi. Et beaucoup cherchent leur voie. C'est vraiment... comment faire pour trouver sa voie, comment faire pour trouver le bon projet pour ça. Bon, toi, ça t'est venu de manière innée et c'est une chance. Mais qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces femmes-là ? Et je t'invite à regarder la caméra du milieu pour celles qui nous regardent sur YouTube. Alors, moi, je pense qu'une très bonne méthode, on vient de parler du Japon, pour trouver tout ça, c'est l'ikigai. Qui va nous permettre de trouver ce en quoi on est bon, ce dont les gens ont besoin, et ce qui peut nous permettre de gagner notre vie. Et une fois qu'on a trouvé ça, on n'en parle pas. Parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de nous dire « Mais tu te rends pas compte, tu peux pas faire ça, tu as un enfant, tu prends des risques, tu as une sécurité là, tu as une sécurité dans ton emploi. » Donc, il faut tout préparer derrière. Il ne faut pas tout lâcher d'un coup en se disant je crois en ma destinée, et ça ne marche pas, ça. Il faut tout préparer, tout organiser, travailler pour arriver à ce but-là. Et une fois qu'on a vraiment tout mis en place, là, on en parle. Une fois qu'on s'est lancé. Et comme ça, on est sûr de ne pas avoir... Ou alors, on choisit 2-3 personnes qu'on sait qui seront des gens qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous supportent. Comme ça, on ne se retrouve pas à avoir plein de gens qui nous font douter. Complètement. Parce qu'on doute suffisamment soi-même, on n'a pas besoin de plus. Oui, je suis d'accord. Complètement, 100% aligné. Et je pense que même parfois, tu vois, moi, ce que je dis beaucoup, c'est arrêter de demander de l'avis à vos proches. Arrêtez, tu vois.
Si tu as une personne de confiance, allez, 2-3 personnes de confiance dans ton entourage où tu sais qu'ils vont te soutenir pour ton bien et en t'encourageant dans ton propre épanouissement. Pas juste transférer leur peur sur toi et ça va te freiner, etc. Là, ok, vas-y, parle-en, parle de tes projets. Mais parfois, faut pas en parler à nos parents, faut pas en parler à nos frères et sœurs, faut pas en parler à notre famille, parce que c'est eux qui vont... Surtout la famille. Mais oui. Parce que la famille veut le meilleur pour nous, et souvent le meilleur, c'est la sécurité pour beaucoup de gens. Mais l'épanouissement, ça vient aussi avec une grande part d'insécurité. Il y a un revers à toutes les médailles. Devenir libre, c'est aussi vivre dans l'insécurité. Mais qu'est-ce qui nous rend plus malheureux ? La prison ou l'insécurité ? Et à nous de voir. Je me souviens à une époque, quand j'ai commencé, il y a des gens qui me disaient moi, je préfère garder ma ligne de conduite, pas faire de chansons populaires, quitte à dormir sur le canapé de mes potes. Ok. Et c'est ta ligne de conduite, c'est ce qui est le plus facile pour toi, c'est de ne pas trahir ta pensée, quitte à pas vivre dans le confort. Moi, ce qui était le plus facile à mon départ, c'était de m'entourer de gens qui allaient m'aider à devenir indépendante, quitte à avoir peut-être chanté 1 ou 2 chansons que j'aimais pas. Chacun fait ce qui est le mieux pour eux. Bien sûr. Voilà. Mais complètement. Mais oui, c'est souvent la famille qui nous freine, je confirme. J'entends souvent ça et j'ai pu le vivre aussi moi-même lors de ma reconversion. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut mieux parfois se taire et travailler dans l'ombre, faire ton truc, fais ton truc, avance, fais-toi confiance. Ouais. Et puis ensuite, tu annonces ça au grand jour. Exactement. Mais merci pour tes conseils. Merci à vous, c'était un plaisir. Mais oui, c'était trop chouette de t'avoir parmi nous et beaucoup de douceur. L'invitée précédente a amené beaucoup de douceur aussi. Toi aussi, beaucoup de douceur, de sérénité. Ça doit être tout ce rose qui nous apaise. Mais peut-être. Vous savez que dans les prisons, quand il y a un détenu, pour calmer les détenus, on les met dans des pièces roses. C'est pas vrai. Peut-être pas en France, mais au Canada, parce que le rose est une couleur qui apaise. Je ne savais même pas ça. Voilà. En construisant tout ce décor, en imaginant ce décor, c'était un peu l'identité des locomotives, mais c'est vrai que cette journée, on a eu des invités apaisantes. Tu sais, d'où souvent c'est marrant parce qu'il y a vraiment un truc qui revient. À chaque fois qu'on fait des journées de tournage, souvent il y a un fil rouge, soit de sujet, soit de thématique, soit d'invités. Et là, on était vraiment dans une espèce de douceur. On a eu des invités douces. C'était le fil rouge du jour. C'était la journée douceur. Sponsorisé par on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Faites-vous connaître. C'est ça. Merci en tout cas pour ton temps. À toi. Merci pour tes bons conseils et merci de nous avoir partagé ce parcours avec transparence et générosité. Mais avec un grand plaisir. Merci. Merci Natacha. Salut. Salut.